Salut tout le monde, aujourd'hui ce sera pour un débrief de l'UFC Paris. Nous avons eu une très bonne carte, c'est allé très vite. Nous avons eu une victoire d'Alex Sola, une victoire de Gomis, une victoire d'Oumar Sy, une victoire de Benoît Saint-Denis, une victoire d'Imavov. Mais dans cette vidéo, je vais juste donner mon avis sur Imavov et sur Benoît Saint-Denis. Et on va aussi parler des enjeux et de la suite pour ces deux combattants. Je vais commencer avec le main event et on va finir avec Benoît Saint-Denis parce que je pense que j'ai un peu plus à dire par rapport à Benoît Saint-Denis. Donc commençons avec Imavov face à Caio Borralho. Honnêtement, l'histoire de ce combat entre Imavov et Caio Borralho est très simple. Imavov était juste beaucoup trop rapide pour que Caio Borralho puisse implémenter la moindre chose. C'est vraiment ça l'histoire que je tire de ce combat. Dans mon analyse, j'avais noté qu'Imavov serait beaucoup plus rapide que Caio Borralho, mais une chose que je n'avais absolument pas anticipée, c'est qu'il soit aussi rapide, autant rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que Caio Borralho, et je le comprends, ne pouvait pas faire grand-chose à part les low kicks et les middle qu'il a utilisés. Il ne pouvait même pas faire travailler son jab parce que dès qu'il se rapprochait de Nassourdine Imavov, c'était une combinaison de 2 ou 3 coups sur le contre. C'était rapide et si tu restais longtemps dans cette distance, tu pourrais te faire finaliser. Donc c'est pour ça que Caio, tout le combat, il a surtout observé. Pour moi, l'histoire, comme je dis, l'histoire de ce combat est très simple. Nassourdine Imavov est juste rapide. Je pense que, et je l'avais dit dans mon analyse, je l'ai aussi dit sur Twitter, je pense que c'est peut-être, non pas peut-être, je pense que c'est le combattant le plus rapide sur le 1-2, sur la combinaison 1-2, en particulier dans cette division des poids moyens. La vitesse à laquelle il décoche ses contres, c'est juste incroyable et honnêtement, je pense qu'il est un peu dans son prime, donc je ne sais pas si la vitesse va augmenter parce que j'ai l'impression qu'elle a augmenté. J'ai vraiment l'impression que cette vitesse, que cette rapidité du moins, sur le contre, elle a augmenté parce que je me rappelle pas avoir vu Nassourdine Imavov aussi rapide sur le contre ces dernières années. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il rentre vraiment dans son prime. Et en plus, est-ce que vous avez vu ses muscles dorsaux? Maintenant, quand je le vois, quand je le regarde combattre, d'un point de vue physique, c'est ce qui ressort du lot pour moi. Il a des dorsaux énormes, ce qui explique toute la puissance et l'explosivité qu'il a sur ce contre. Par contre, au troisième round, Imavov était un peu fatigué, chose qu'on avait aussi un peu anticipé parce qu'il a des problèmes de... Bon, pas forcément des problèmes, je ne dirais pas... Bon, il a eu certains combats où il a eu des problèmes de cardio, mais là, je peux pas vraiment dire que c'est un problème parce qu'il était légèrement fatigué dans le troisième, il a baissé un peu le rythme et je pense que Caio a commencé par revenir un peu dans le combat, mais dans le quatrième et dans le cinquième, il est revenu en force et il a repris l'avantage. Donc, oui, il a toujours tendance à un peu fatiguer, mais là, par contre, malgré la fatigue, dans le quatrième et dans le cinquième, il était toujours aussi rapide. Donc, là, je suppose qu'on doit créditer son coach, Nicolas Hott, qui clairement fait un bon travail avec eux parce que, avec Nassourdine et BSD, parce que ce qu'ils ont montré hier, de mon point de vue, ce sont des choses qui viennent du coach. Par exemple, Nassourdine qui affiche cette rapidité sur le 1-2, c'est vraiment avec Nicolas Hott que cette rapidité a vraiment été mise en exergue. Et le cardio, c'est aussi avec lui. Après, ça ne veut pas dire qu'il travaille directement dessus, mais il a sûrement une méthode et apparemment ça fonctionne. Je ne suis pas avec eux, donc je ne pourrais pas vous expliquer en détail ce qu'il fait, mais on ne peut que lui attribuer le crédit parce que ce type de progression vient très souvent d'un changement de méthode ou d'un changement d'entraînement ou de méthode d'entraînement. Donc, Imavov n'a pas eu un combat facile. C'était un combat divertissant. Il y a de cela quelques mois, il y a des gens qui disaient qu'Imavov était ennuyant. Et moi, j'avais dit sur Twitter, non, il n'est pas ennuyant. Moi, je n'ai jamais eu cette impression qu'il était ennuyant. C'est un contreur, donc il attend, mais ça ne veut pas dire qu'il est ennuyant. Donc, moi, j'ai toujours été contre cette rhétorique du « il est ennuyant » et vous l'avez vu hier. Si tu rentres dans sa distance, il va t'allumer et ça fera un combat intéressant. Par contre, si tu restes loin, il sera beaucoup plus prudent. C'est techniquement ça. Mais oui, c'est un très bon combat ce main event. C'était un bon combat.
Caio Borralho, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il soit mauvais ou un truc du genre. Je pense juste que, comme je l'ai déjà répété, au risque de répéter encore, c'était juste la rapidité d'Imavov. C'était juste beaucoup trop. Et même sur le takedown, bon, c'est connu qu'Imavov a une bonne défense de takedown. Donc l'histoire de ce combat était très simple. Maintenant, ce que j'ai aimé chez Imavov, c'est qu'il commence maintenant à s'imposer. Cette semaine, il a commencé par s'imposer comme prétendant au titre. C'est l'une des choses que je lui avais un peu reproché et que j'avais un peu reproché aussi, je suppose à tout son clan, c'est que après le combat face à Adesanya, le KO face à Adesanya, à mon avis, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu passifs, qui voulait pas trop marcher sur les plates-bandes de Khamzat. J'ai fait un tweet cette semaine qui disait que qui posait la question du pourquoi il n'a pas été beaucoup plus agressif, et on m'a répondu que après le combat face à Adesanya, il ne voulait pas être agressif, par exemple dans le trash talk ou dans la demande du titre, pendant que Khamzat était dans la même course parce qu'il ne voulait pas créer une rivalité entre deux peuples frères. Oui, je suis d'accord, je comprends les enjeux personnellement. Je connais l'histoire de la Tchétchénie, du Daghestan. Je sais ce que ça implique, mais le truc, c'est que nous sommes dans un sport et c'est aux combattants de faire comprendre qu'on doit séparer le sport de la politique, le sport de la religion et le sport de tous ces sujets relativement polarisants. C'est pour ça que moi, je ne parle jamais de religion sur mon Twitter, je ne parle jamais de politique sur mon Twitter. Je n'en parlerai jamais sur cette chaîne parce que je suis de ceux qui pensent que le sport doit être séparé, doit être dissocié de ces sujets. Et je pense que les combattants devraient adopter ces positions parce que quand tu adoptes ce type de position, c'est ça qui te permet ensuite, après ton KO d'Adesanya, de dire « Hey, je suis le prochain ». Et si c'est ta position, les fans ne vont pas penser à une histoire de « Oh, Tchétchénie contre Daghestan, oh, nous sommes deux peuples frères, il veut nous attaquer », ce type de choses. Non, parce que nous sommes dans un sport. Et c'est pas comme si je suis en train de voler quelque chose. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, Nassourdine était devant Khamzat sur la liste des prétendants au titre. Donc, après le combat face à Adesanya, ce qu'il est en train de faire actuellement, moi, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Et en plus, après le combat face à Adesanya, c'était Dricus du Plessis, le champion. Ce n'était pas Khamzat. Ce n'était absolument pas Khamzat. Donc, il fallait juste stresser Dricus du Plessis pour montrer éventuellement à l'UFC que tu es une bonne option. Parce que là, je pense que dans quelques semaines, il y a le combat entre Fluffy Hernandez et Régnier de Rieder. Et l'UFC, je l'avais déjà dit, essaie en fait de faire une deuxième demi-finale. C'est-à-dire, il y avait deux demi-finales. Il y avait la demi-finale entre Caio Borralho et Nassourdine Imavov. Et ils essaient de faire une deuxième demi-finale entre Fluffy Hernandez et Régnier de Rieder. Et c'est après ça qu'ils vont choisir. L'UFC veut choisir. Et l'UFC a déjà été clair. Les gens disent que non, mais moi, je le dis depuis des mois, l'UFC n'est pas forcément intéressé, ne veut pas forcément Nassourdine Imavov qui combat pour la ceinture, même si Nassourdine le mérite clairement. Et le mérite pour moi, une fois de plus, depuis le combat face à Adesanya, parce que tu ne peux pas faire plus fort que mettre KO Israël Adesanya. Tu ne peux pas. Donc c'était après ça que le timing était bon, mais l'UFC n'est pas forcément intéressé par ça, donc il faut leur mettre du pressing. Ce qui veut dire en fait que après Israël Adesanya, il fallait vraiment monter au créneau, vraiment rallier les fans, mais ça ne s'est pas fait pour justement des raisons politiques, religieuses et tout. Écoutez, nous sommes dans un sport et si tu as gagné quelque chose à la sueur de ton front, réclame ce que tu as gagné. Je comprends qu'on est frères, je comprends qu'on a la même religion, je comprends que nos peuples ont une histoire, mais écoute, je combats ici depuis des années et je mérite la ceinture, donc ne m'en veux pas si je demande en fait, si je réclame ce que je mérite techniquement. Donc en fait, il est là le danger quand les gens mélangent en fait religion et politique. C'est le type de piège que ça crée ça, parce que là maintenant, même si Imavov a une très bonne performance, moi j'ai adoré le combat et je pense que c'est unanime. La plupart des gens ont adoré le combat. Le fait qu'il n'ait pas mis Caio Borralho KO, c'est quelque chose qu'il pourrait utiliser, que l'UFC pourrait utiliser contre lui. Imaginez que le combat entre Régnier de Rieder et Fluffy
Hernandez est une dinguerie et l'un met KO l'autre, ou bien c'est un truc ensanglanté et tout. Bref, ils iront directement pour ça, ils iront directement pour Fluffy ou un truc du genre. Et si Khamzat commence à dire des bails en mode, parce que j'ai vu Khamzat, je pense qu'il a tweeté Assalamu alaikum ou un truc du genre, mais il ne dit pas tu es le prochain. En fait, c'est ça le problème. Khamzat tweet et il dit oui, mon frère, Assalamu alaikum, ou je sais pas trop quoi. Il faudrait que je retrouve le tweet, mais il n'a pas dit tu es le prochain. Et si Khamzat commence à dire des trucs du genre oh non, je vais pas combattre mon frère Daghestan. Et si Khamzat commence à dire ce dont Imavov avait peur après son KO face à Adesanya. Et si Khamzat commence à dire oh, je vais pas créer de stress entre nos deux peuples, donc je vais prendre Fluffy Hernandez ou René de Rieder. Et Khamzat n'est pas obligé de dire ça sur Twitter ou au public. Il peut dire ça à une UFC qui fait déjà tout ce qu'elle peut pour écarter Imavov depuis des mois. Il peut leur dire ça derrière, écoutez les gars, on a des enjeux et tout. Et c'est le type de choses sur lesquelles l'UFC va sauter puisqu'ils veulent déjà écarter le gars. Donc oui, pour moi, le bon timing était après le KO face à Adesanya. En plus, c'était Dricus le champion. Et Dricus avait parlé quelques fois d'Imavov aussi. Mais bon, je vais pas ressasser le passé. Très bonne performance d'Imavov. Il a raison de s'imposer maintenant. Il mérite un combat pour la ceinture et j'espère qu'il l'aura. Et ça me fait plaisir de voir maintenant qu'il parle. T'es pas obligé, parce que souvent les gens disent oh, la personnalité du combattant. Non, t'es pas obligé de faire du trash talk. Même le trash talk, même si j'adore le trash talk et j'adore le drama en MMA, croyez-moi, il y a personne qui adore le drama en MMA plus que moi. Je sais aussi que tu dois rester vrai. Si le trash talk te vient naturellement, moi par exemple, c'est le type de choses qui me viendrait naturellement, fais du trash talk. Mais si t'es juste un peu une force calme, directe, un peu comme je pense qu'Imavov l'est, parle juste directement. Et c'est ce qu'il a fait cette semaine et ça avait du flow. Le type de personne que tu es, sois juste cette personne, un peu comme Merab. Merab ne parlait pas trop, mais c'est un gars qui est drôle. Donc il a commencé par faire des sketchs. On a tous une personnalité. Donc dans cette histoire d'MMA, tout ce que tu as à faire, c'est juste monter certains curseurs de ta personnalité. Si c'est pas ton style de faire du trash talk, t'es calme, direct, parle juste calmement, directement, choisis tes mots, choisis des mots qui auront de l'impact et tu auras un bon effet sur le public. Maintenant, passons à Rufi face à BSD. Parlons maintenant de Benoît Saint-Denis. Parlons de Benoît Saint-Denis. Waouh, je suis vraiment impressionné, vraiment. Et je vais le redire une autre fois, je suppose que c'est Nicolas Hort qui doit recevoir tous les éloges. Parce que j'ai eu l'impression, et dans mon analyse, elle avait l'air un peu pessimiste, parce que je l'ai écouté après, je me suis dit, oh, c'est quand même un peu pessimiste par rapport à Benoît Saint-Denis. Oui, mon analyse, elle est un peu pessimiste, parce que le résumé de mon analyse, c'est que les entrées de Benoît Saint-Denis devaient être soignées. C'est ce que j'avais dit dans mon analyse, parce que j'avais aussi dit dans mon analyse que si ces entrées sont soignées et il arrive à rentrer, je ne vois pas Rufi se lever. Par contre, une chose que j'avais sous-estimé, c'est à quel point Mauricio Rufi ne pourrait pas défendre un takedown si sa vie en dépendait. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Tout ce qu'ils font, c'est du yoga bonito au pad, des vidéos TikTok à l'entraînement. J'essaie de comprendre. Parce que oui, même si Benoît Saint-Denis a une bonne prestation, mais mon Dieu, Mauricio Rufi, il ne peut pas défendre un takedown si sa vie en dépendait. J'étais choqué. J'ai de bonnes choses à dire sur BSD, je vais en dire quelques-unes sûrement, mais j'étais choqué par Mauricio Rufi. Le gars, il ne pouvait rien défendre. Et quand le pire, en fait, c'est qu'il fuyait le takedown au lieu de le défendre. C'est là, moi, j'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, gars? Défends le truc. Il y a des trucs qu'on t'apprend pour défendre des takedowns. Tu dois pas baisser ta base, il y a des techniques pour empêcher la personne de rentrer dans ta garde. À un niveau, il a laissé... il y a des techniques pour empêcher la personne de passer ta garde plutôt. À un niveau, au premier round, il a laissé BSD lui mettre... au premier round, en défendant le passage de garde, il a envoyé directement BSD en side control. Et ensuite, il a laissé directement BSD prendre la montée. J'étais en mode, oh mon Dieu, ce type-là,
là et il fuyait le takedown. Il ne le défendait pas, c'est-à-dire il n'était pas prêt dès que BSD lui mettait la main dessus. Le gars avait ses yeux écartés comme Bambi, frère. Il était choqué. Frère, de quoi tu es choqué? En plus, il est un grand gaillard. En plus, c'est vraiment un grand gaillard. Il est vraiment un grand gaillard. Donc, après, oui, BSD est physique, mais il est aussi grand. Normalement, on l'a mis contre la cage. Ok, voici le. On l'a mis contre la cage. Le gars pouvait rien faire. Il laissait BSD lui rentrer dedans, juste le ramasser. Moi, je suis choqué par Mauricio Ruffi. Je savais que, ok, le gars, il aime striker. Les takedowns, c'est pas forcément son forté, c'est pas forcément sa spécialité. Mais gars, il pouvait rien faire. Et il fuyait. En fait, il fuyait. Il fuyait vraiment. Et quand on lui mettait la main dessus, il paniquait. Bon, dans mon analyse, j'ai dit, ok, ben, c'est ce que BSD devrait faire. Mais je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Maintenant, parlons de BSD. Dans mon analyse, j'avais dit que il devait soigner ses entrées. Mais il a fait quelque chose de mieux, de beaucoup mieux que ce que j'avais dit. Il n'a juste pas respecté. Oh, ce gars. Il n'a juste pas respecté Ruffi. C'est-à-dire, il nous a fait une makelele à l'ancienne. Et Brésil ou pas Brésil, rien à foutre. C'est avec cette mentalité que BSD est venu. Rien à foutre. Brésil, pas Brésil. One shot, Joga Bonito, pas rien à foutre. BSD lui rentrait juste dedans. Il a fait deux fois fin du jab, takedown. Oui, c'était ce qu'il fallait faire. Je l'avais aussi dit dans mon analyse. Mais à un niveau, il a fait 2-3 fois. Il a dit, ah, ok, d'accord. Et rien à foutre. Et je suis fatigué, fais tous ces trucs. Et je vais juste te rentrer dedans, soulever ton pied et t'amener au sol. Et c'était incroyable. C'était incroyable. J'étais étonné. Maintenant, pour être un peu plus sérieux, j'avais dit que l'un de mes problèmes avec BSD, c'était son agilité ou du moins sa fluidité. Là, même s'il n'est pas fluide, et je pense qu'on doit juste accepter qu'il n'est pas le meilleur. D'un point de vue fluidité, il n'est pas le meilleur athlète. Même s'il n'est pas forcément fluide, il était beaucoup plus rapide. Oui, et c'est ce que j'ai constaté. Il était beaucoup plus rapide sur l'obtention du takedown. On voyait un peu moins venir ça, ou du moins, ouais, c'était juste plus rapide que les dernières fois. J'ai revu ses anciens combats. Ici, c'était un peu plus rapide. Le contrôle s'améliore depuis Prepolek. Quand j'avais fait mon débrief de son combat face à Prepolek, j'avais dit que il contrôle beaucoup plus, même si ici, au premier round, bon après, je pense que c'est parce que je regardais live. Parce que j'ai fait un Twitch aussi. J'ai fait un Twitch, j'ai streamé. Donc, je pense que je vais laisser le Twitch quelque part à l'écran ou dans la description. Et je pense que je vais streamer beaucoup les cartes à venir. Mais bref, sur Twitch, ma réaction était qu'il devait se calmer et plus contrôler les positions. Parce qu'au premier round, je pense qu'il était un peu pressé dans certaines positions. Et bon, moi, je disais, OK, contrôle un peu plus et avance. Bon, au final, ça a fonctionné. Mais bon, Ruffi pourrait pas défendre un takedown si sa vie en dépendait, honnêtement. C'était très bizarre à voir, mais BSD est beaucoup plus rapide sur le takedown. Quoi d'autre? Le contrôle s'est amélioré, comme je l'ai dit. Et la recherche de soumission, tout est là. En réalité, tout est là. Maintenant, la suite. Pour la suite, moi, personnellement, j'aimerais voir un peu plus. Honnêtement, j'aimerais voir un peu plus. Parce que là, il a contrôlé Prepolek, il a contrôlé Ruffi totalement. Il avait aussi contrôlé Dustin Poirier, même si Dustin Poirier n'a jamais vraiment été en danger lors de ses contrôles et tout. Après, il y a le facteur staff. Et avant ça, je pense que c'était un chaos face à Frevola. Mais il a un bon contrôle. Là, il a demandé Gamrot et c'est vraiment ça qui est bien. Là, je pense qu'il a demandé Gamrot toute sa Saroukian, donc il veut vraiment tester son grappling. Et honnêtement, c'est vraiment là que je vais entièrement me mouiller sur BSD. Je trouve qu'il y a une progression. Je trouve que la remontada est en place pour ses fans. Bon, maintenant, tous ses fans reviennent. Alors que pendant un an, on vous a dit ne lâchez pas le gars. Maintenant, oh, BSD est le meilleur. Frère, tu étais où pendant la dernière année? Même les 2 dernières semaines, les gars, à peine s'ils faisaient une propagande et tout. Supportez les combattants. Moi, je ne roule pas personnellement de propagande, mais supporter les combattants. Même quand ils perdent, continuez à les supporter. Genre, soyons sérieux. Donc, honnêtement, moi, personnellement, c'est vraiment niveau... Bon, après Saroukian, Gamrot, c'est vraiment le haut niveau, là. Mais c'est vraiment là que moi, je vais me mouiller parce que Prepolek, c'était un combattant qu'il était censé battre. Et là, Ruffi, j'étais juste choqué par le manque de défense de takedown. Et le truc, c'est que même Ruffi, après un round, il secouait déjà
déjà ses mains. C'est quelque chose que j'avais dit dans mon analyse, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Ce que j'avais dit, c'est que si BSD lui rentre vraiment dedans, ça va le fatiguer en tant que striker et ça va le rendre beaucoup plus timide. C'est arrivé, mais c'est arrivé juste trop vite, ce qui veut dire que même ses bras, même la façon dont il s'entraîne, il n'a pas encore, son corps n'est pas entièrement habitué à faire la transition takedown, striking, takedown, striking. Et moi, je suis un peu choqué. Du moins du côté de Mauricio Ruffi. Je suis un peu choqué parce qu'il secouait. Je pense qu'après les 2 premiers échanges, il secouait ses bras. Et j'étais comme ça dans mon écran. Je me disais, mes frères, genre, tes bras sont déjà fatigués? Ou bien tu es déjà fatigué, il y a déjà de l'acide lactique qui rentre dans tes bras après 2 échanges de takedown, après 2 échanges de grappling. Ah frère, c'est là que j'ai compris que ok, d'accord. Et même, il voulait implémenter des trucs parce que dans mon analyse, j'avais dit que c'est vraiment cet espace, la façon dont BSD allait réduire cet espace, c'était l'enjeu parce que j'étais convaincu que Ruffi allait mettre des trucs dans cet espace et il avait des trucs en sous le capot. Il a envoyé un genou des enfers à BSD que BSD a juste encaissé. Brésil, pas Brésil, rien à foutre. Et il est rentré directement. J'avais aussi dit le menton de BSD, mais ouais, ce genou, il l'a entièrement encaissé. Il a juste continué à faire ce qu'il avait à faire. Moi, j'étais là. Oh non, il faut feinter, soigne tes entrées. BSD m'a dit, arrête toutes tes bêtises là. Toi, tu racontes quoi? Hey, on va partir là-bas, on va juste lui rentrer dedans. Point final. Oh, pardon. Désolé, Benoît Saint-Denis. Désolé. On a poussé l'analyse trop loin. J'aurais juste dû faire une vidéo analyse de 2 minutes. Bon, BSD pour battre Ruffi, tu viens devant lui, tu le rends à la prochaine. C'est ce que j'aurais dû faire. Donc ouais, c'était un très bon combat. Maintenant, rapidement, la suite pour BSD. Il a demandé le Madison Square Garden. Il a demandé Gamrot ou Armand Tsarukyan. Waouh, il vole très haut, BSD. L'ambition est de retour. C'est très bien parce que c'est qui, je suppose, du moins qu'il a eu une sale année. Et bon, sûrement nos analyses n'ont pas aidé. Après, c'était juste la vérité. Hein. C'est pour ça qu'il ne cherche plus, il ne cherche plus à striker parce que le striking, les gars, mettons ça de côté. Ça, c'est la voie. Aller dans le grappling, soigner ses entrées et bon, contrôler les gars, c'est la voie. Mais les histoires de striking, mettons ça de côté d'abord. Donc, il a demandé à Armand Tsarukyan et il a demandé Gamrot. Ouais, ça, ce sera dur et vraiment, c'est là qu'on verra le niveau. Du moins, c'est là vraiment que le niveau de grappling sera inscrit dans la pierre. Vraiment, s'il arrive à battre l'un de ces deux, moi, directement, je vous dis, j'aurais directement dans mon esprit, ok, ce gars, il a un grappling de niveau mondial. Bon, techniquement, il est déjà de niveau mondial parce qu'il est à l'UFC, mais je vais vraiment me dire, ok, il a vraiment un grappling spécial. Ce n'est pas une histoire de circonstances comme un Prépollet que tu es censé battre. Ce n'est pas une histoire de circonstances comme un Mauricio Ruffi qui ne pourrait pas défendre un takedown pour sauver sa vie. Je vais vraiment me dire, ok, d'accord, oui, BSD, son grappling, c'est quelque chose. Donc, Madison Square Garden, il a remercié les fans. Il s'est excusé d'avoir perdu. BSD joue un jeu dangereux. En fait, il gâte trop ses fans. Il les gâte trop. Moi, je trouve qu'il n'aurait pas dû s'excuser. Si tu es fan de ce que je fais, oui, à un niveau, je gagne. Tu aimais, tu me supportais, tu roulais des propagandes. Ben, quand je perds, je m'attends à ce que tu me supportes toujours. Donc, bon, il gâte un peu ses fans. Ces fans qui ne veulent que voir du vert sur le record. Vert. Oh, BSD face à Thanos, il va gagner. C'est pas comme ça fonctionne. Mais bon, c'était une belle performance venant de BSD. Et bon, oui, je vais prendre un petit moment pour parler de Nicolas Holt. Sur Twitter, j'ai dit que c'est le King Von du MMA. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, King Von, c'est un rappeur King Von, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rappeur des États-Unis qui terrorisait ses antagonistes lors des guerres de gangs à Chicago, plus précisément au bloc. Il terrorisait tous les gars, il terrorisait les gangsters. Donc pourquoi je blague en disant que Nicolas Holt est le King Von du MMA, c'est que le gars, il a tout pris. Il a pris tout ce qui a graillé de bon.
Il a pris tout ce qu'il a graillé. Il a pris Imavov, il a pris Benoît Saint-Denis, il a pris Gomis et il a le plan de prendre d'autres gars. Parce qu'à part ces trois, il y a qui d'autre à l'UFC? Bon, à part Cyril Gane. Mais Cyril Gane, il est littéralement en contrat à vie avec Fernand Lopez. Donc, à part Cyril Gane, Manon Fiorot, Gomis, Benoît Saint-Denis, Imavov, il y a qui d'autre? Et ouais, il n'y a plus grand chose à grailler à l'UFC ou du moins à ce haut niveau. Et il a tout pris. Il a tout pris. Et quand moi je regarde ce que ces combattants ont montré hier, c'est même ce que Gomis a montré, je me dis, ok, il y a peut-être une méthode à la folie. C'est bien sûr un compliment. Et il fait quelque chose de bien, sûrement. C'est clair, il fait quelque chose de bien, sûrement, avec ses combattants. Parce qu'il a tout pris. Et il prévoit avoir une grosse salle. C'est fini. C'est fini. Moi, si j'étais coach MMA ou si j'étais propriétaire de salle, je mettrais la clé sous la porte. Parce que le gars, il est venu pour tout grailler, il est venu pour tout prendre. Mais plus sérieusement, il a fait un très bon travail. Il a fait un très bon travail avec Benoît Saint-Denis en particulier. Et bon, il y a une image, quand Benoît a gagné, il y a une image où ils ont montré le coin de Benoît. Et j'ai vu l'expression sur le visage de Nicolas Hott. Et c'était clairement un soulagement. Parce que honnêtement, cette histoire de Benoît Mauricio Ruffi, c'était limite. Même moi-même, je pensais que c'était limite. C'était limite, honnêtement. Donc, j'ai vu le soulagement et j'ai vu que, il était soulagé de voir que Benoît a gagné et tout. Et c'est bien que Benoît soit en grippe revenu avec ce combat. C'est bien pour le MMA français. Honnêtement, ça profite à tout le monde, d'une certaine façon, parce que je pense que c'est l'un des combattants qui génère le plus d'enthousiasme dans le MMA francophone. Donc, s'il peut gagner, si ça peut bien se passer pour lui, honnêtement, ça profite à tout le monde. Donc oui, Nicolas Hott a fait du bon travail. J'ai hâte de voir ce qu'il accomplira de plus. Donc, rapidement, Imavov face à Khamzat, qui va gagner? On en parlera après. On en parlera après. C'était tout pour moi aujourd'hui. Long débrief, comme d'habitude, pêle-mêle. Très souvent, je prends des notes après. Je jette tout ça à la poubelle, comme BSD, à jeter. Oh, soigne tes entrées, fais attention BSD. Non, moi je rentre. Je fais la même chose avec mes notes. Donc, si vous avez aimé cette analyse post-UFC Paris avec des idées pêle-mêle, commentez, donnez-moi votre avis, likez, partagez avec des amis. Et maintenant, je suis sur Twitch. Je suis aussi sur Kick, je suis sur Twitter, je suis sur TikTok et bien sûr je suis sur YouTube parce que vous écoutez sûrement ça sur YouTube. Abonnez-vous et le Discord, oui on va faire un Discord. Je veux pas que Dana White attrape mon call mais on montre de bonnes choses dans le Discord. Il y a beaucoup de personnes qui étaient satisfaites hier donc rejoignez aussi le Discord. Je vais probablement le mettre dans la description et on se dit à la prochaine carte. Et félicitations à Imavov, félicitations à Benoît Saint-Denis, félicitations à Nicolas Hott et à plus.